Alors aujourd'hui, je vais tâcher de revenir sur une série de thèmes, aussi de répondre quelques questions liées à la fois avec l'aspect, disons, américain de l'histoire du monde au XVIIe siècle, que peut-être on n'a pas suffisamment mesuré dans les derniers cours, donc pour rééquilibrer un peu les choses, mais toujours aussi pour vous montrer en quelle mesure, en fait, au XVIIe siècle, c'est possible de penser l'histoire américaine aussi par rapport à l'histoire européenne et l'histoire asiatique. Et j'ai pris le pari aujourd'hui donc de passer par un filtre qui est de l'histoire événementielle. Et comme vous le savez tous, il y a eu cette polémique, bien sûr, à l'époque de la publication de la Méditerranée de Braudel, dans laquelle Fernand Braudel avait un peu, peut-être exagérément, émis une opinion contre l'histoire des événements, en disant que c'était quelque chose qui était relativement négligeable. Mais par la suite, bien sûr, lui-même, il est revenu en effet sur un certain nombre de ses idées. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, on continue à penser aussi en fonction de ces rapports, disons, entre événements, processus, de structure, etc. C'est des choses qu'il faut toujours prendre en compte et essayer, encore une fois, comme on fait l'équilibre entre les continents, il faut également faire probablement l'équilibre entre ces approches-là. Et j'ai décidé aujourd'hui de prendre quelque chose qui n'est pas un événement donc considéré comme capital. Et je me demande si on regarde l'histoire du monde écrite à partir, par exemple, d'un point de vue français ou allemand, si on prendrait ça même comme un événement capital, mais néanmoins, je trouve que c'est très important, c'est ce qu'on appelle le dessin occidental, en anglais, the Western Design, d'Oliver Cromwell. Alors, je vous rappelle donc brièvement de qui il s'agit, qui est au centre de cette affaire, même si c'est un personnage un peu absent au centre. Et donc, il s'agit de Oliver Cromwell, donc né en 1599, mort en 1658. Donc, on sait que c'est quelqu'un qui appartient d'une façon un peu indirecte à une grande famille, c'est-à-dire il a une ascendance qui mène vers le célèbre Thomas Cromwell au XVIe siècle, qui a été un personnage de premier ordre à l'époque de Henri VIII en Angleterre. Il y a une série de romans qui ont eu un grand succès en Angleterre dernièrement, de Hilary Mantel, dans lequel on parle beaucoup de Thomas Cromwell, justement. Mais alors, donc, Oliver Cromwell, qui est descendu en partie de Thomas Cromwell, mais du côté de sa mère, je crois. Il est donc un puritain, un idéologue puritain, quelqu'un qui a une personnalité qui est très, très marquée par ce puritanisme, et on reviendra sur cet aspect-là, qui donc a grandi tout d'abord à l'époque de Jacques Ier. Quand il est né, d'ailleurs, Élisabeth était encore reine, mais par la suite, on sait qu'en 1603, à la mort d'Élisabeth, on a donc convoqué Jacques VI d'Écosse de prendre la succession. Il est devenu Jacques Ier, et donc par la suite, c'est son fils qui a été couronné, Charles Ier, en 1626. Et à partir de ce moment-là, il y a donc une série de tensions qui vont traverser le Royaume-Uni. Tout de suite, on ne le voit pas, mais disons, à partir des années 1630, ça devient de plus en plus évident. Cromwell lui-même siège au Parlement à partir de 1628, et il est déjà remarqué depuis ses débuts pour faire des discours extrêmement violents sur des sujets parfois un peu inattendus. Par exemple, je pense qu'un des premiers discours qu'il aurait fait au Parlement, c'était à propos de quelqu'un qui a écrit une espèce de pamphlet insultant la reine.
Et donc, il a fait un discours pour dire que c'était son droit de le faire, etc. Donc, voilà Cromwell à partir de 1628. Et donc, à partir des années 30 et le début des années 1640, donc, on commence à voir ce processus sur lequel on avait déjà parlé un peu au tout début du cours, c'est-à-dire la guerre civile anglaise, avec les longs parlements. Et là, Cromwell va se démarquer, se distinguer surtout comme homme militaire, qui va donc fonder ce qu'on appelle les côtes de fer, les Ironsides, et par la suite, il sera donc mené à créer ce qu'on appelle le New Model Army, donc dans les années 1640, et à partir de ça, il devient un des personnages les plus importants dans l'opposition contre Charles Ier, même s'il est un peu en retrait au moment de l'exécution de Charles Ier, il laisse les autres faire le travail. Donc Charles Ier est décapité le 30 janvier 1649, et à partir de ce moment-là, on rentre dans une époque qui est une époque donc assez intéressante, parce que, comme on sait, des régicides, il en a eu pas mal au XVIe ou XVIIe siècle. On a, comme vous le savez, tué Henri IV dans les rues de Paris, mais on n'avait pas cette espèce de vide, c'est-à-dire où il n'y avait pas de monarque, il n'y avait rien à la tête de l'État, et donc on rentre dans une période de confusion où on va définir ce qu'on appelle, donc c'est quelques mois après la décapitation, on va définir ce qu'on appelle le Commonwealth, qui est une espèce de république. C'est donc une expérience républicaine, comme il n'en a pas eu depuis très longtemps dans le cadre de l'Europe et surtout du Royaume-Uni. Et là, progressivement, on verra émerger comme une espèce d'homme fort Cromwell. Donc, dans le cadre de la République, et bien sûr, ça fait penser, et il y avait certainement des gens qui n'étaient pas très tendres envers Cromwell, et on voyait un peu, disons, parce qu'on connaissait aussi la pièce de théâtre de Shakespeare, un peu l'émergence de Jules César, dans le cadre d'une espèce de contexte républicain. Et donc, en fait, si on commence à feuilleter les papiers de l'époque, on trouve pas mal de caricatures, etc., démontrant ces espèces d'ambitions démesurées de Cromwell. Et finalement, donc, Cromwell va prendre un espèce de titre intermédiaire. Il va prendre ce titre, qui est un titre assez curieux, en 1653, de Lord Protector, qui est un titre très, très étrange et qui le place un peu entre homme fort, monarque, mais monarque n'est pas vraiment monarque, etc. Et donc, c'est la situation qui va continuer pendant à peu près 5 ans, entre 1653 et 1658. Il va rester donc Lord Protector. À sa mort, donc, on va tâcher d'installer son fils, mais ça ne va pas durer très longtemps, et le fils sera chassé, et on va donc faire revenir, bien sûr, comme on le sait, avec la Restauration, le fils de Charles Ier, Charles II, qui à l'époque était, surtout en France, mais en général en Europe, dans une situation d'exil. Mais à cette époque-là, en 1653, 1654, il y a des bruits qui commencent à se répandre. Donc, par exemple, à la fois des gens qui sont dans l'opposition et des gens qui sont du côté de Cromwell. Donc, par exemple, il y a quelqu'un, Edward Hyde, qui écrit en 1654 qu'il faut penser à une situation où Cromwell sera voté empereur par le Parlement. Et il propose même qu'on va lui donner le titre, et ça semble un peu drôle, mais néanmoins, Oliverus Maximus Insularum Britannicarum Imperator Augustus. Donc, il y a ces propositions-là. Il y a d'autres aussi. Par exemple, un certain John Turlough qui écrit qu'il y a des bruits qui courent en Europe, que Cromwell a déjà reçu le titre de Oliver the First Emperor of Great Britain and the Isles thereunto belonging, always Caesar, etc. Donc, il y a cette idée qui est très, très courante en
1854 surtout. Et derrière ça, il y a bien sûr une réalité parce qu'il y a des projets, sur lesquels on va revenir. Et en fait, on verra que la clé de tout cela, c'est bien sûr cette histoire de Western Design ou le projet de Cromwell pour changer un peu la direction de l'Empire qui avait été définie à partir du moment d'Élisabeth et avec l'avènement des Stuarts. Donc, rappelons-nous très, très rapidement de comment les choses sont passées, à la fois au niveau idéologique et au niveau pratique. Rappelons-nous qu'à la fin du XVIe siècle, il y avait ce personnage très important qui a joué un rôle capital pour définir l'idéologie de l'Empire britannique naissant, qui est donc Richard Hakluyt, et qui a donc écrit, par exemple, une série de textes dans lesquels il y a ce texte-là, The Principal Navigations, Voyages and Discoveries of the English Nation, qui est une espèce de recueil basé, bien sûr, en partie, qui a pour modèle, par exemple, le texte de Ramuzio qui avait été publié, mais la différence étant que Ramuzio n'avait nulle part dans son titre l'idée que c'était les voyages des Italiens. Et d'ailleurs, le contenu de Ramuzio non plus n'était pas vraiment sur les Italiens, tandis que là, Hakluyt va forcer les traits, c'est-à-dire il va même prendre des voyages des autres, mais il va cuisiner ça un peu dans une sauce anglaise, pour faire comme si tout cela, ça démontre le destin de la nation anglaise de créer un empire d'outre-mer. Et d'ailleurs, il y a aussi quelque chose d'intéressant sur lequel on peut revenir, c'est-à-dire, remarquons que c'est la nation anglaise, ce n'est pas les Britanniques. Donc, il y a aussi là une petite question intéressante, c'est-à-dire, ça serait quoi, par exemple, le rôle des Écossais dans cette conception? Et bien sûr, comme il est en train d'écrire à l'époque d'Élisabeth, c'est une question qui ne se pose pas, car les deux monarchies sont séparées, mais au XVIIe siècle, ça deviendra un peu autre chose. On connaît les premiers résultats, c'est-à-dire on connaît qu'il y avait, à partir des années 1580, des tentatives dans le nord-est de l'Amérique, en Nouvelle-Angleterre notamment, mais aussi dans la terre de ce qu'on appelle, en utilisant bien sûr le nom de la reine, Virginie. Donc là, vous voyez encore qu'il y a Virginie, mais le projet de Virginie, qui commence donc avec le projet de Roanoke dans les années 1580 et qui va continuer avec le projet de Jamestown au début du XVIIe siècle, ce sont des projets qui ont une stratégie très claire, c'est-à-dire d'éviter les Espagnols. Donc l'idée étant que les Espagnols sont très forts, mais dans une région qui est assez clairement définie comme la partie centrale de l'Amérique, donc à partir du Mexique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique centrale, et en allant jusqu'au Pérou et au Chili. Mais comme on trouve que, de point de vue militaire, de point de vue social, etc., les Espagnols sont trop forts, on va suivre une stratégie. D'ailleurs, ce n'est pas que les Anglais. On sait que c'était exactement la même chose pour les Néerlandais, qui ont aussi choisi en Amérique, au départ au moins, une stratégie menant vers la baie de Hudson et la vallée de la rivière. On sait que c'est la même chose pour les Suédois, par la suite, etc., dans le Delaware. Mais alors là, ça reste assez clair pour les Anglais pendant un bon moment. Et en même temps, la stratégie anglaise, c'est vraiment d'aller pousser du côté de l'Asie. Et c'est une stratégie qui a donné des résultats parfois curieux, comme par exemple, on connaît qu'il y avait une ambassade très importante qui a été envoyée dans les années 1610 par Jacques Ier, qui est l'ambassade de Thomas Roe, qui a essayé de signer un traité avec les Moghols, qui n'a pas réussi. Mais ce qui est, par exemple, moins connu, c'est qu'il y a une insistance à l'époque de Charles Ier, là vous le voyez peint par Anthony van Dyck, mais par exemple, c'est quelque chose, un aspect relativement méconnu, c'est la correspondance diplomatique entre Charles Ier et Shah Jahan, l'empereur moghol, et qui a donné des résultats parfois assez curieux. Par exemple, là, il y a une lettre écrite à la main de Shah Jahan, au nom du roi d'Inglistan, comme il l'appelle, et le roi d'Inglistan étant Charles Ier, et en lui donnant donc un cadeau. Et ce cadeau n'est pas anodin,
il propose comme cadeau quelque chose qui est assez intéressant, et c'est un manuscrit de pensée politique, un texte de pensée politique. Et le texte de pensée politique, ce n'est pas un texte qui a été inventé par les Moghols, c'est un texte classique, c'est un texte d'un grand penseur et poète iranien, Cheikh Saadi Shirazi. Et donc, c'est un des deux textes les plus connus de Saadi, qui est le Golestan. Et dans le Golestan, donc de Saadi, là, vous voyez la version qui a été envoyée richement illustrée en persan pour la consommation de Charles Ier. Et alors là, en fait, l'idée, c'est assez intéressant, c'est-à-dire, tout d'abord, ce n'est pas un texte religieux, ce n'est pas un texte qui parle en termes du roi qui va suivre le charia ou qui serait un roi musulman. C'est une espèce de miroir des princes, en quelque sorte, que n'importe quel roi peut utiliser. Mais le problème, c'est un peu autre, c'est-à-dire Shah Jahan peut-être n'avait pas, les gens de sa cour, calculé qu'il y avait en fait presque personne à la cour moghole, à la cour d'Angleterre, qui était capable de lire le persan. Il y avait quelques arabisants, mais très peu de persianisants, et donc du coup, ce manuscrit va rester un peu perdu, égaré dans les bibliothèques royales. En fait, il faut attendre un peu plus tard parce que, en fait, c'est un texte qui est tellement important que ça va susciter pas mal d'intérêt. Les Français vont faire une traduction assez tôt, en 1634, de ce texte. C'est la traduction de Golestan faite par André de Riez, qui avait été en Empire ottoman. Et là, on a cette autre version qui vraiment, c'est une édition scientifique, comme si on peut le dire, de Georg Gentius, qui a donc même fait, comme vous voyez, une espèce d'édition bilingue avec le texte en persan et avec la version en latin côte à côte. Et ça, c'est dans les années 1650, si je ne me trompe pas, 1651. Alors donc, on a cette espèce d'échange et cette curiosité, cet intérêt, cette insistance sur l'Asie, ça caractérise en fait une grande partie du règne de Charles Ier. Donc l'Amérique est présente, il y a bien sûr, on va continuer à avoir une présence en Nouvelle-Angleterre jusqu'en Maine, donc un peu plus au nord de Massachusetts, mais c'est quelque chose qui est considéré comme plutôt secondaire par rapport à l'Asie, par rapport à une Asie qui d'ailleurs qui devient de plus en plus, disons, orientalisée, parce qu'on va au-delà de l'Inde, comme on sait par exemple par ce livre qui vient de sortir il y a pas si longtemps que ça, écrit par notre collègue Timothy Brook, dans lequel il traite par exemple des collections de quelqu'un qui est un intellectuel très important de l'époque, qui est John Selden. John Selden qui est connu pour deux, trois choses. Il est connu comme quelqu'un qui était un penseur légal, donc il avait rédigé ce texte qui s'appelle Mare Clausum contre Grotius pour expliquer que les Néerlandais avaient mal compris comment la loi des mers fonctionnait, et d'ailleurs que les Néerlandais ne pratiquaient pas ce qu'ils prêchaient. Donc Selden qui a cet aspect-là, Selden qui est d'ailleurs, et ce n'est pas sans intérêt, qui est un hébraïsant. Et on va revenir sur cette question-là. Et finalement, Selden qui va commencer à monter une collection de textes sur l'Asie. Et entre autres, en fait, le livre de Timothy Brook porte sur quelque chose de très curieux. C'est une carte extrêmement détaillée de la Chine qui existe dans la collection de Selden et qui aujourd'hui se trouve dans la bibliothèque Bodleian d'Oxford. Mais là, vous voyez que pour les grands intellectuels de l'époque, encore de Charles Ier, c'est l'Asie qui compte en quelque sorte, même si finalement les Anglais ont une position plutôt secondaire au niveau commercial par rapport aux Néerlandais. Alors, donc, à la fin de la guerre civile, ou vers la fin de la guerre civile, il faut attendre des changements et il faut attendre une poussée pour propulser les Anglais encore vers l'Ouest et vers l'Amérique. Il y a plusieurs éléments dans cette affaire, mais là, je vais commencer avec un élément qui est un élément capital. Et c'est la publication d'un livre qui a vraiment eu un succès d'édition énorme à l'époque, et c'est le livre qui s'appelle, parfois passe le sous-titre The English American,
Mais en tout cas, c'est aussi connu par A New Survey of the West Indies. Là, vous voyez, ça, ce n'est pas la première édition, c'est la deuxième édition. Je pense que ça, c'est l'édition de 1655. Il y a une première édition en 1648. Ça a eu des traductions assez vite. Là, vous voyez la traduction française, un peu tardive, celle-ci, qui est de 1676, est dédiée, si je ne me trompe pas, à Monseigneur Colbert, secrétaire d'État. Mais avant ça, il y avait déjà eu une traduction en français, mais publiée à Amsterdam, et celle-ci dédiée à Nicolas Witsen. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de circulation et on retrouve parfois les mêmes personnages. C'est Nicolas Witsen qu'on avait discuté, qui était le bourgmestre d'Amsterdam, qui avait ce commerce avec la Russie, qui était aussi proche de Cromwell, ou en quelque sorte, qui était aussi proche plus tard de Pierre le Grand. Mais alors donc ça circule un peu autour de ces personnes-là. Mais c'est qui l'auteur? Alors, c'est là où on va revenir à quelque chose de très, très curieux. C'est l'auteur qui n'est pas très... il faut le chercher un peu dans ce titre. Il est donc Thomas Gage, qui est ici décrit comme « Preacher of the Word of God at Deal in the County of Kent ». Donc, qui prêche les paroles de Dieu dans le comté de Kent. Alors, c'est qui Thomas Gage à ce moment-là? Thomas Gage, c'est quelqu'un qui se présente comme un très grand connaisseur de l'Amérique espagnole. C'est comme ça qu'il se présente dans le cadre de cette publication. Mais il faut savoir comment il est arrivé à avoir cette connaissance. D'ailleurs, c'est sûr et certain que c'est quelqu'un qui a énormément de crédibilité. On sait qu'il faisait partie vraiment des choses, pas seulement de la bibliothèque de Cromwell, mais c'était un texte sur lequel Cromwell s'appuyait beaucoup, qu'il prenait très au sérieux. Alors donc, il faut savoir qui c'est cette personne qui avait écrit le texte en question. Alors, Thomas Gage, c'est donc quelqu'un il est né en 1603 dans une famille catholique anglaise, et en fait une famille d'une certaine importance. Il a fait des études, donc tout d'abord en France, à Saint-Omer. Par la suite, il est parti en Espagne, toujours pour faire des études et pour devenir prêtre. Donc, il est à Valladolid. Donc, bien sûr, ça veut dire qu'il a pas seulement appris le grec et le latin, mais aussi le français et l'espagnol. Et donc, il essaye de rentrer dans la compagnie de Jésus. Il est rejeté. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Il est rejeté par les jésuites et par la suite, il devient dominicain. Et il va prendre le nom de Thomas de Santa Maria. Et alors, donc, à partir de ce moment-là, ayant fait ses études, il nous dit que, en parlant avec d'autres dominicains qu'il avait connus en Espagne, qui étaient revenus de l'Empire, il a eu un grand enthousiasme pour aller prêcher dans l'Empire, parmi les païens perdus, etc. Et quelqu'un lui a mis en tête l'idée d'aller aux Philippines. Qu'il fallait donc, que c'était un endroit pas seulement très loin, mais qui avait un besoin assez poussé de ce genre de choses. Et donc, il va partir aux Philippines dans les années 1625, mais c'est quelqu'un qui souvent n'a pas... Il a un esprit un peu changeable, disons. Donc, au mi-chemin, il va décider que c'est trop dur cette histoire des Philippines. Et donc, il va s'arrêter en Amérique espagnole, plutôt que de poursuivre son chemin, donc, parce qu'il fallait traverser le Mexique et ensuite reprendre la galion de Manille pour aller aux Philippines. Donc, il décide de rester. Et donc, il va rester, d'ailleurs, à Chiapas. Par la suite, il va passer pas mal de temps, toujours dans un contexte dominicain, dans des couvents, à perfectionner son éducation, mais éventuellement, il va devenir prêtre. Et il sera chargé des régions, donc il va passer 2-3 ans dans la ville de Guatemala. Par la suite, il est à Mixco et dans d'autres endroits. Donc il est toujours plus ou moins entre le Mexique et l'Amérique centrale. Et finalement, au bout d'un certain temps, apparemment, il trouve cette vie plutôt
ennuyeuses ou sans intérêt, où il trouve d'ailleurs, et ça c'est un peu la façon dont il présente les choses plus tard, il trouve que les catholiques sont très corrompus et donc que la vie dans les couvents n'est pas le genre de vie qu'il avait envisagé. Mais en tout cas, il va donc s'enfuir sans permission et il va donc arriver à Panama et par la suite il va rentrer en Angleterre fin 1637. Alors donc, à Londres, il navigue toujours dans ces milieux catholiques parce qu'il y a pas mal de catholiques dans sa famille. Il a même un frère qui est aussi prêtre catholique. Donc, il va commencer là à se dire qu'il allait passer du temps en Europe, peut-être aller en Italie, à Rome, pour redécouvrir un peu ses racines en tant que catholique. Il part à Flandre, il est en Allemagne, il est en Italie en 1639. Et alors là, il nous dit qu'en 1640-41, il a eu des doutes sur la vérité de sa foi. Et il a eu des doutes, il a commencé il y a des choses, des bruits déjà dans un certain nombre de couvents pour dire qu'il y a un certain Thomas de Santa Maria qui est en train de créer des difficultés pour les uns et les autres. Et finalement, en revenant en Angleterre, en 1642, il fait cette chose dramatique, c'est-à-dire il va faire une abjuration officielle et publique de sa foi et il va devenir donc protestant. Mais une fois qu'il est protestant, il ne laisse pas les choses comme ça. Il va commencer à dénoncer et à trahir les uns après les autres tous ses anciens camarades. Donc, il va commencer à participer dans les procès. Le premier procès qui est connu, c'est de quelqu'un qui s'appelle Thomas Holland, qui avait été avec lui à Saint-Omer, qu'il va donc trahir, qu'il va dénoncer à l'État. Donc, Holland sera donc exécuté en décembre 1642. Par la suite, il commence à rédiger ce livre, donc ce livre qu'on a vu, sur A New Survey of the West Indies, mais il va continuer par la suite à dénoncer les uns après les autres. Il va dénoncer aussi ce jésuite assez connu qui s'appelle Peter Wright, et en partie à cause de sa dénonciation. En fait, la dénonciation de Gage, c'est la pièce clé dans le procès de Wright, qui est aussi exécuté. Il joue un rôle un peu plus ambigu envers son frère, qui a aussi été par la suite arrêté. Le frère va demander de lui de ne pas témoigner contre lui, et on sait qu'il n'a pas témoigné publiquement. Mais en tout cas, le frère, lui aussi, est mort en prison en 1652. Entre-temps, Gage, comme il est devenu protestant, se marie, il a un enfant qu'il va perdre, et donc finalement, comme on verra, il va repartir dans les Indes occidentales en 1654. Mais ça, c'est aller un peu trop vite. Rappelons donc qu'à part ces textes qu'il a écrits, ce grand texte qu'il a écrit, il a aussi publié un certain nombre d'autres opuscules. Il y a par exemple ça, qui a à voir avec le sermon qu'il avait prêché quand il est devenu protestant. Donc un texte qui s'appelle The Tyranny of Satan, discovered by the tears of a converted sinner in a sermon preached in Paul's church on the 20th of August 1642 by Thomas Gage, formerly a Romish priest for the space of 38 years. Il exagère, parce qu'en 1604, il avait à peine un an. Donc, and now truly reconciled to the Church of England. Et là, il y a aussi un autre texte qui est un texte très curieux qui s'appelle A Duel between a Jesuit and a Dominican, qui apparemment serait une espèce de, plus ou moins une version codée de ces différences avec Peter Wright. Donc, où celui qu'on appelle le dominicain en question, c'est manifestement Gage lui-même. Et alors là, c'est aussi pour démontrer que même à l'intérieur des catholiques, il y avait une espèce de hiérarchie et que les jésuites étaient les pires. Donc, c'est en quelque sorte la position qu'il va prendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce texte-là? On peut dire beaucoup de choses. Il y a une bibliographie assez considérable sur Gage. Il y a une édition partielle récente, mais il y a aussi des biographies de Gage. Alors,
il faut dire que la plupart des auteurs, même au XXe siècle, au XXIe siècle, ne trouvent pas Gage forcément très sympathique. Surtout cet aspect de trahir les uns et les autres, ses activités dans les années 1640, les rapports même avec ses frères, etc., ça laisse un mauvais goût. Mais il faut dire qu'il y a aussi d'autres questions plus compliquées sur lesquelles je n'ai pas envie de revenir. Par exemple, il y a un certain nombre d'auteurs qui ont, par exemple, soutenu qu'à la fin de sa vie, il est devenu catholique. Donc ça complique encore les choses. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est en regardant ce texte donc, qui est publié en 1648, c'est un texte qui est dédié à qui? Et là, c'est quelque chose qu'on va enlever dans la version française, mais dans la version anglaise, ça paraît bel et bien. Donc, le dédicace, c'est « To His Excellency Sir Thomas Fairfax, Knight, Lord Fairfax of Cameron, Captain General of the Parliament's Army and of all their forces in England and the Dominion of Wales ». Et il va donc commencer à raconter comme quoi the divine providence hath hitherto so ordered my life, and for the greatest part thereof I have lived in exile from my native country, donc il a été exilé, etc. Mais tout cela, c'était finalement, il y avait derrière ça une espèce d'aspect providentiel, parce que comme ça, il a appris tous les secrets des Espagnols. Donc, il s'autorise de dire que personne avant lui avait pu vraiment rentrer à l'intérieur de cette espèce de forteresse qui était l'Amérique espagnole, parce que les Espagnols étaient tellement soucieux de garder le fonctionnement pour eux-mêmes qu'en fin de compte, on avait très peu d'informations ailleurs. Mais lui, comme il a vécu là, il a tout compris, il a tout vu. Et là, du coup, donc, il nous livre cette vision d'où il aurait été donc, dans les grandes villes, dans les villes portuaires comme La Havane, et il aurait donc compris le fonctionnement, à la fois les aspects religieux, mais les aspects militaires et les aspects aussi au niveau du sociaux, et le contrôle social qui était exercé ou pas exercé, dans certains cas, dans le cadre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, en effet? Il nous dit que les Espagnols sont extrêmement méchants. Il va reprendre d'ailleurs un certain nombre de textes, et ça, c'est une stratégie assez connue. Par exemple, c'est un connaisseur, même un grand connaisseur de textes de Las Casas. Donc, il va reprendre Las Casas pour dire comme quoi il y avait déjà parmi les Espagnols des gens qui avaient dénoncé le fonctionnement de l'Empire espagnol, qu'ils avaient tyrannisé les gens locaux, les natifs, et donc, c'est à cause de ça, en fait, on attend que l'arrivée de quelqu'un d'autre pour libérer les pauvres gens écrasés à la fois par le système fiscal espagnol, mais aussi, bien sûr, par la religion catholique. Donc, les gens en Amérique espagnole attendent que l'arrivée des protestants ou des autres pour changer un peu leur sort. Et il nous dit en effet que si on commence à regarder la situation des grandes villes, comme la ville de Mexique ou autres, les fortifications sont très faibles. En plus, il y a énormément de rébellions et de divisions qui se passent tout le temps. Donc, c'est une terre, en fin de compte, totalement incontrôlable, en quelque sorte. Et donc, il suffit d'envoyer une force anglaise relativement limitée pour que tout tombe dans les mains des Anglais. Donc, c'est une espèce de diagnostic. D'ailleurs, finalement, les gens qui ont étudié le texte d'une façon rapprochée du point de vue textuel ont découvert qu'il y a beaucoup de coupé-collé. En fait, ce n'est pas un texte qui est si original que ça. Il a beaucoup puisé dans les auteurs espagnols. Parfois, il fait juste des versions de ce qui avait déjà été écrit en espagnol pour faire sa version de tout cela, mais toujours présenté dans cette espèce de vision stratégique dans laquelle on attend que
une espèce de petit coup de pouce pour que il y ait une espèce de dégringolade générale, et donc qu'il suffit d'envoyer une force navale assez modeste pour arriver à faire ça. Donc ça, c'est une vision qui a eu énormément de succès. Et donc là, vous voyez que sa vision de comment, en fait, il y avait souvent des batailles, une espèce de situation presque constante de guerre civile, des problèmes à l'intérieur de l'Espagne, de l'Amérique espagnole. Alors, ce texte est pris très au sérieux en Angleterre. D'ailleurs, c'est un texte qui a eu une réputation qui n'était vraiment pas si méritée que ça. Par exemple, même quand on a fait la traduction en français, on a surestimé l'originalité et l'importance du texte dans les années 1660 et 70. Mais surtout en Angleterre, ce texte tombe vraiment comme c'est une grande découverte pour les Anglais. Et du coup, on se rend compte qu'il serait possible de monter des expéditions. Et là, en 1653-54, on sait que Cromwell commence à être travaillé par cette idée de lancer une expédition donc, en Amérique espagnole. Alors, le problème, c'est que Cromwell, donc, il va faire réunir son conseil d'État en juin 1654. Et il va proposer donc cette expédition contre l'Amérique espagnole. Et la discussion est assez curieuse parce qu'il y a les généraux de Cromwell, par exemple le général Lambert, mais d'autres aussi, qui ont dit que c'était absolument absurde comme idée. C'était impossible, que c'était basé sur une sous-estimation assez considérable des forces des Espagnols et que l'Angleterre était épuisée. Parce qu'on était en 1654, il y a eu toutes ces années de guerre civile, qu'il serait très, très difficile d'ailleurs de trouver des soldats pour aller faire cette expédition. Et Cromwell, en fait, insiste. Il insiste basé sur une notion très providentialiste et presque, moi je dirais, presque messianique de ce qu'il est, lui, personnellement. Et en fin de compte, il dit qu'il va donc miser sur ça personnellement, et si il y a un succès, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Et s'il n'y a pas de succès, ça veut dire qu'en quelque sorte, Dieu est contre les puritains. Donc il va jouer cette carte explicitement en conseil, et face à ça, les autres se trouvent un peu désemparés, ils n'ont pas les moyens d'argumenter contre cette idée. Et surtout, il y a bien sûr la notion ici que pour transformer la République en sorte d'empire, l'Asie ne donne pas cette possibilité. Et donc, pour revenir à l'espèce de va-et-vient entre idées républicaines et idées impériales, et cela ne veut pas dire forcément qu'il avait l'idée de prendre lui-même le titre d'empereur, parce qu'on peut bien sûr commencer par l'histoire des États-Unis, être à la fois république et empire. Donc, il y a cette possibilité qui est présente dans les discours de l'époque, que c'est l'Amérique seule qui va permettre la possibilité de transformer le système anglais et britannique en système impérial. Alors, donc, ça s'est fait assez vite. Donc, c'est décidé en juin 1654, et à Noël, en fait, la flotte est déjà prête pour partir. Mais c'est une flotte extrêmement mal équipée. Comme quelqu'un qui a participé dans l'expédition disait, la seule chose qu'ils avaient en quantité copieuse, c'était des Bibles. Mais à part ça, en fait, c'est mal équipé. Les soldats sont en fait le bas de gamme de chaque régiment, parce que les autres n'ont pas envie souvent de partir. Il y a aussi des gens qui viennent d'être recrutés dans l'armée, qui n'ont pas vraiment passé la discipline. Alors donc, on va partir de Portsmouth et on va passer par Barbados, et pour arriver à Santo Domingo, l'avril 1655. Et là, on va essayer de débarquer, et c'est un désastre. C'est un désastre qui va durer quelques semaines, et les Britanniques sont vraiment choqués par le fait qu'ils ont été tellement mal informés. Par exemple, ils ne savaient pas que les pics qu'avaient les Espagnols étaient plus grands que les leurs.
il y avait une différence assez considérable. Donc, du coup, ça veut dire que quand on fait un combat comme ça, de main à main, on a un désavantage assez considérable. Et de la même façon, ils n'étaient pas du tout préparés pour les conditions tropicales. La plupart de ces gens n'avaient jamais vécu dans ces conditions-là. Ils ont aussi été très mal préparés pour les problèmes de maladie. Donc, du coup, à Santo Domingo, c'est une histoire désastreuse. Alors, c'est mené par Venables et Penn. Penn, c'est le père de William Penn, qui plus tard va fonder la Pennsylvanie. Mais ils vont donc, vous voyez que partir de Barbados par les Leeward Islands pour arriver à Santo Domingo dans l'Hispaniola, là, ils vont prendre un gifle et ils vont repartir donc sur la petite île, la plus petite île en tout cas voisine de Jamaïque. Et là, arrivé en 1655, même si c'est une situation où ils ont déjà dans une mauvaise condition cette flotte, ils vont quand même arriver à faire front à une force espagnole beaucoup plus limitée. Ils vont faire la conquête relativement vite, même si ça va durer par la suite presque 3 ans pour compléter la conquête. Il faut faire venir d'autres colons, par exemple, ils vont faire venir des colons de l'île de Nevis en 1656. Donc cette affaire va durer presque 3 ans aussi pour une autre raison, c'est-à-dire parce que les Espagnols vont libérer leurs esclaves qui vont partir former ce qu'on appelle des Maroons et du coup vont aussi devenir une espèce d'élément de résistance aux Anglais dans les années à suivre. Et voilà. Alors donc, vous voyez qu'en fin de compte, on commence avec une idée assez grandiose de cette Amérique espagnole qui est tellement faible, etc. Et finalement, qu'est-ce que ça donne comme solde? C'est l'île de Jamaïque. Donc, ce n'est pas vraiment, disons, un grand succès, ni une base vraiment pour affirmer une espèce d'empire. Et on sait que Cromwell a pris ça très, très mal. On sait qu'il a pris ça très mal, même personnellement, parce que on sait que, par exemple, qu'il n'est même pas, il n'est même pas sorti de sa chambre pendant plusieurs jours. Tellement il était déprimé par ce qui s'est passé. Oui, voilà. Donc, il a eu les nouvelles le 24 juillet 1655 et il va donc rester. Et alors, il va donc demander une discussion libre en conseil. Et les gens vont lui dire que, comme il avait lui-même présenté les choses comme si c'était soit un signe providentiel en sa faveur ou non, alors manifestement Dieu est contre lui. Donc Cromwell se trouve dans cette situation. Bien sûr, il va revenir et donner des discours extrêmement durs par la suite au Parlement. En 1656, par exemple, il y a ce moment quand il va dire, et je cite, ça c'est début 1656, quelques mois après, « The Lord hath been pleased in a wonderful manner to humble and rebuke us in that expedition to the West Indies, which, although we apprehend was not in favor of the enemy » là, il est déjà en train de rattraper, « it was not in favor of the enemy, yet gives us just reason to fear that we have either failed in the spirit and manner wherewith this business hath been undertaken, or that the Lord sees some abomination or accursed thing by which he is provoked thus to appear against us. Donc, il est en train d'adoucir les choses. Oui, Dieu est peut-être contre nous, mais ce n'est pas pour cela qu'il est pour les Espagnols. Et deuxième chose, même si il nous dit, il nous montre ces signes, en tout cas, il y a l'apparence de ça. Ce n'est pas forcément une réalité qui est derrière. Alors, vous voyez donc, c'est une espèce de petit épisode qui va durer sur quelques années et qui va donc donner ce premier moment qui est la prise de Jamaïque. Alors, maintenant, les conséquences. Comment évaluer les conséquences de ça à la fois pour les Britanniques, pour l'Empire britannique et plus généralement. Alors, bien sûr, on peut mesurer différentes sortes de conséquences.
Par exemple, ça a donné quand même un coup de pouce au savoir britannique sur les tropiques. Par exemple, il y a un certain nombre d'ouvrages qui vont sortir à partir de Jamaïque, comme par exemple des choses qui sont liées avec ce savant du XVIIIe siècle, il y a ce Hans Sloane qui avait donc passé du temps dans cette île. Donc il y a ça, il y a bien sûr le début du système de planteurs anglais qui va donc devenir autre chose au XVIIIe siècle. Mais ça va aussi donner d'autres résultats. Par exemple, il y a ce texte qui reste assez célèbre, qui est de James Harrington, qui avait été censuré tout d'abord par Cromwell, qui s'appelle The Commonwealth of Oceania, mais qui est une espèce de réflexion politique sur le problème de comment réconcilier ou ne pas réconcilier l'idée de république et l'idée d'empire. Et ça, c'est un texte qui, selon un certain nombre d'autorités, comme John Pocock, a joué un rôle très important parce que plus tard, ça va devenir un des textes clés utilisés par les indépendantistes américains dans les années 1770 et 1770 et 1780 pour argumenter que les Britanniques n'ont pas vraiment ni le droit ni une conception de l'Empire. Donc, ça, c'est un texte, vous voyez, qui est publié immédiatement après la faillite de cette expédition en 1756. Et une des raisons pour laquelle Cromwell, qui a pu censurer ce texte avant, n'a pas pu le faire, c'est aussi parce que c'était probablement une espèce de signe de la faiblesse politique de Cromwell à l'époque. Il était plus ou moins obligé de faire passer des textes d'opposition qu'il n'aurait pas dû faire avant. Mais il y a aussi d'autres aspects qu'il faut prendre en compte. Et je vais juste rapidement prendre 3 aspects. Le premier, c'est qu'il faut quand même comprendre qu'il y a un lien assez intéressant et assez compliqué entre ce qui se passe dans ce dessin oriental et l'histoire, d'ailleurs assez connue par les historiens du judaïsme, qui est l'histoire de Manasseh ben Israël. Alors, Manasseh ben Israël, tout d'abord maran, puis ouvertement juif, né probablement à Madère, donc qui change son nom et qui va prendre ce nom probablement en arrivant aux Pays-Bas vers 1710. Il va donc publier ses premiers textes en 1732 et il commence à avoir une réputation dans ces milieux juifs et surtout aux Pays-Bas, mais plus généralement les Juifs séfarades, et il va certainement avoir des liens avec les colonies de Juifs qui sont implantées au Brésil, et il est même possible, ce n'est pas certain, qu'il aurait été, par exemple, au Brésil en 1738-39 à Recife. Et alors, en 1750, il va publier ce texte qui a été beaucoup débattu, qui s'appelle L'Espérance d'Israël. Je vais dire quelques mots sur ce texte-là. Et par la suite, il arrive, et ça, ce n'est pas une coïncidence, en 1655, il arrive à Londres pour proposer à Cromwell la possibilité de réinstaller ouvertement une communauté de Juifs à Londres, c'est-à-dire les Juifs qui avaient été expulsés en 1290. Donc, depuis la fin du XIIIe siècle, il n'y avait pas de communauté juive. Il y avait bien sûr des marans. Il y avait des gens qui étaient ce qu'on appelle les nouveaux chrétiens chez les Portugais, et même des Portugais de ce genre. Mais là, c'est une autre proposition. C'est une proposition qu'il a envie de débattre publiquement, c'est-à-dire la nécessité d'avoir une présence juive ouverte à Londres. Et donc, quand il va faire cette présentation, il y a des textes très violents qui ont été écrits contre cette proposition, et lui-même, il va donc, par exemple, écrire un contre-texte qui s'appelle Vindicia Judaeorum, qui est une espèce de réponse à ces critiques. Et finalement, il va repartir de l'Angleterre pour mourir peu après, un peu avant Cromwell d'ailleurs, en 1657. Alors, donc, là, vous voyez Manasseh, deux versions. Ça, c'est dans un livre, et ça, c'est, en fait, c'est un dessin de Rembrandt. Alors, donc, Manasseh, qui est tellement, qui est un homme extrêmement célèbre à son époque, et donc, qui écrit ce texte, comme je vous ai dit, Espérance d'Israël, mais en fait, c'est écrit tout d'abord en espagnol.
Hein? Donc là, vous voyez, Mikveh Israël, c'est le titre en hébreu, et esto es Esperanza de Israel, obra con suma curiosidad compuesta por Menasse ben Israel, théologue et philosophe hébreu. Alors, ce texte-là, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c'est un texte qui est très intéressant, surtout parce que derrière ce texte, il y a l'idée de la nécessité d'avoir comme possibilité l'Amérique comme terre d'implantation des Juifs. Et pourquoi? Parce que Menasse va faire l'argument. Hein, si vous regardez le début de ce texte, il dit sur l'origine des Américains, des premières populations du Nouveau Monde, des auteurs aussi nombreux que divers ont émis les opinions les plus variées, etc. Il va polémiquer contre Isaac de la Pereire et l'idée de pré-adamitis, et il va nous dire qu'en effet, en ayant des conversations avec un certain nombre de personnes qui ont été en Amérique, et surtout avec un certain Antonio Montesinos, qui était tout d'abord un juif qui s'appelait Aaron Levy, qu'il a vu à Amsterdam, il a compris qu'il y avait de très proches liens de parenté entre les Juifs et les Indiens d'Amérique. Et donc, à partir de cette idée, il va arriver à la notion que, en quelque sorte, l'implantation des Juifs en Amérique, c'est une chose presque prédite et inévitable, et c'est une question de savoir quels sont les moyens. Mais alors que si on était dans les années 1640, on aurait pu penser que les moyens étaient de passer par les Néerlandais. Mais en 1655, ce n'est plus possible parce que l'affaire des Néerlandais est finie. Les Néerlandais sont en très mauvais état à Pernambuco, etc. Donc, il va miser sur cette idée, qu'on voit aussi dans ses pétitions, qu'en passant par les Anglais, on peut arriver donc à faire l'affaire. Et donc, cette espèce d'empire anglais de Cromwell serait un peu l'occasion en quelque sorte, de permettre ce projet qu'il a déjà en tête. Cette question a été beaucoup débattue. Il y a un article très intéressant écrit il y a un certain temps par un économiste qui s'appelle Don Patinkin, qui a débattu cette question de savoir, alors oui, quels étaient les arguments des uns et des autres. C'est un article qui s'appelle Mercantilism and the Readmission of the Jews to England. Et Patinkin nous démontre qu'il y a une série de motivations possibles de côté d'autres. Donc, il nous dit en effet que Menasse, même si c'était un homme de grande intelligence, n'avait pas compris grand-chose de l'économie et que ses arguments économiques sont assez décousus et sans cohérence. Mais qu'en tout cas, il n'était surtout pas un mercantiliste. Il n'avait pas compris les arguments de type mercantiliste qui sont devenus plus connus en Angleterre à partir des années 1680-90. Alors, mais du point de vue de Cromwell aussi, ce que nous démontre Patinkin, c'est que Cromwell peut-être avait partagé en partie les idées et le langage providentiel et messianique de Menasse, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que, selon Patinkin, il soupçonne qu'il avait des rapports étroits et probablement secrets avec des banquiers juifs, Cromwell. Et donc, il était peut-être motivé par cela. En tout cas, maintenant, on sait que le résultat de ça, c'était assez mitigé. Parce que Cromwell a permis aux Juifs de se réinstaller en Angleterre, mais dans des conditions assez limitées, avec des conditions très fortes sur le niveau de leur présence, combien de présence publique ils pouvaient avoir, etc. Donc, du coup, en fait, ce processus, même si ça a démarré en 55-56, ça n'a pas donné un résultat dramatique, c'est-à-dire c'est pas comme s'il y a une grande communauté juive qui vient s'installer tout de suite en Angleterre, mais ça va prendre un certain temps, et finalement, comme conséquence inattendue de ce processus, éventuellement, quand on arrive vers la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe, on a cette communauté juive qui a été très bien décrite, par exemple, dans ce livre de Gedalia Yogev, Diamonds and Coral, sur les grands marchands de corail et de diamants juifs qui se sont installés à Londres à partir de la fin du XVIIe et qui ont eu donc un réseau à la fois en Europe et au-delà de l'Europe. Donc, ça, c'est une conséquence, disons, inattendue de ce projet qui n'a pas eu un grand succès. Il y a un autre
aspect sur lequel je vais passer rapidement, mais c'est un aspect qui est très intéressant, c'est-à-dire, bien sûr, l'autre résultat très connu, c'est qu'à partir de 1655, comme les Anglais ont pris la Jamaïque, mais ils n'ont pas vraiment pu contrôler ni l'île, ni les alentours de l'île, c'est devenu un grand centre de piraterie et de flibustiers. Et ça, c'est connu par différents moyens, mais c'est surtout connu à cause de cette espèce de best-seller du XVIIe siècle, qui est le livre d'Alexandre Olivier Exquemelin, qui a été donc tout d'abord publié en néerlandais sur le titre de The Americans Zeerovers, et par la suite, donc, là, vous voyez l'histoire des aventuriers flibustiers qui se sont signalés dans les Indes. Donc, c'est une espèce de vision romancée. On ne sait même pas si Exquemelin l'a vraiment écrit ou si ça a été fait à plusieurs mains. Mais en tout cas, c'est un texte qui est très amusant. Et derrière ça, il y a quelque chose qu'on connaît assez bien, c'est-à-dire qu'il y avait une série de cas de pirates qui sont distingués à partir de 1655 pendant à peu près 60 ans. Et ça va se terminer vers 1710. Donc il y a une époque, disons, de 55 ans, où la Jamaïque et les alentours vont devenir donc une espèce de melting pot de ces pirates. Alors il y a des interprétations très différentes données par des auteurs différents. Récemment, quelqu'un a proposé que c'était presque une espèce d'international prolétaire, où il y avait des pirates de toutes nationalités qui ont développé des républiques ensemble. C'est une vision, une rétrojection un peu romantique. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un des résultats que ça a donné, c'est ces pirates qui vont donc passer, comme par exemple là, vous aviez le cas de Avery, de Henry Avery, et là, vous aviez le cas de William Kidd, qui, à partir de cette présence en Caraïbes, en fait, vont définir d'autres réseaux anglais, ou britanniques plutôt, parce que Avery et Kidd sont des Écossais, donc qui vont définir des liens passant de l'Amérique en Asie. Parce que les actions les plus remarquées, et d'ailleurs l'action pour laquelle Kidd va terminer sur l'échafaud, c'est le fait qu'il a, à partir de l'Amérique, il est venu en océan Indien, et à partir de Madagascar, il a commencé des attaques sur la mer Rouge. Il a attaqué un grand navire appartenant à la reine-mère de l'empereur moghol. Et donc, comme résultat, il va donc passer un procès dans lequel il va toujours insister sur le fait qu'il a eu l'autorisation des gens extrêmement bien placés, qui étaient liés avec le système politique anglais, le comte Belmont, par exemple, qui était un homme assez considérable à Boston, mais ça ne vaut rien, et il va donc finir pendu en 1701. Donc il y a aussi cet aspect-là, qui est un autre aspect inattendu d'une espèce d'intégration par le bas, qui est aussi le résultat de ce processus du dessin oriental. Et enfin, il faut aussi comprendre que c'est à partir de ce moment-là que l'État anglais va recentrer encore les choses vers l'Asie. Et dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, une fois que le dessin occidental a été démontré comme quelque chose qui ne pouvait pas marcher, ça va donner la possibilité de se relancer vers l'Asie, et d'ailleurs avec des réseaux et des conséquences très intéressantes, comme par exemple, ça a été démontré par l'historien danois Søren Mens. Par exemple, il nous démontre comment, à partir de 1660, il y a une expansion anglaise en océan Indien, mais c'est une expansion anglaise particulière, pas de la compagnie, mais des particuliers. Et si on commence à regarder vers la fin du XVIIe siècle pour voir comment ça marche, il y a au moins une partie de cette expansion qui est financée par les marchands juifs de Londres. Donc, du coup, il y a ces différents éléments qui vont produire un effet donc, qui est assez différent par rapport à ce qu'on a vu. Et donc, pour terminer, si on regarde l'Empire britannique donc, de la fin du XVIIe, début du XVIIIe, pas à partir forcément de l'Angleterre, mais à partir d'un endroit comme Madras, devenu un grand centre entre 1640 et 1700, là, on voit que même dans un endroit aussi loin que ça,
des Caraïbes, et peut-être pas vraiment dans les pensées de Thomas Gage, on voit finalement les effets, la sédimentation d'un certain nombre d'effets de ce processus qui avait été commencé dans les années 1640-1650. Je vous remercie.